Le monument aux Girondins est situé sur la place de Camponse, à Bordeaux. Il a été élevé entre 1894 et 1902 à la mémoire des députés girondins victimes de la terreur et célèbre la République. Il est communément appelé par les Bordelais colonne des Girondins ou monument des Girondins. Il est classé au titre des monuments historiques le 16 mars 2011. Détail de la fontaine située au pied de la colonne des Girondins. Il se compose d'un large socle encadré de deux bassins, orné de chevaux et de groupes en bronze, et surmonté d'une colonne de 43 mètres de haut où culmine à 50 mètres de hauteur les statues de la liberté brisant ses fers en bronze et fer. Parmi les sculptures, vers le Grand Théâtre, le triomphe de la République, vers le Chartron, le triomphe de la Concorde, vers le fleuve, on trouve la tribune avec le coq gaulois à sa droite, l'histoire et à sa gauche, l'éloquence du personne assise. Vers la place à Tourny, monument élevé à la mémoire des Girondins, avec la ville de Bordeaux assise sur la proue d'un navire avec une corne d'abondance. À droite du socle, une allégorie fluviale, la Dordogne, et à gauche la Garonne. Au pied du char, avec chevaux, ignorance, mensonge et vice. Le quadrige des cheveux marins est une représentation du bonheur. La colonne est réalisée par Alphonse Dumilâtre et Victor Rich. Le piédestal est de Corgolan. En 1983, on a remplacé les chevaux enlevés durant l'occupation et les bronzes ont été restaurés. L'exécution de Louis XVI. Après le 10 août, puis l'abolition de la monarchie, la question se pose de savoir de ce que l'on va faire du prisonnier du Temple. À cette période, la Convention est dominée par les Girondins, où la plupart des élus du centre leur sont favorables. Ils sont aussi majoritaires au Conseil exécutif. L'ouverture prochaine du procès du roi les divise sur les mesures à prendre pour régler le sort de celui-ci. Dès lors, ils cherchent à retarder le jugement qu'ils trouvent inopportun. Alors que les montagnards plus radicaux veulent une rupture définitive avec l'ancien régime pour fonder la République, mais déjouant les calculs des uns et des autres, la découverte le 20 novembre 1792 aux Tuileries, dans l'armoire de fer, des documents accablants pour le roi rend le procès inévitable. Dès lors, n'est pas statué sur son sort peut provoquer une nouvelle flambée révolutionnaire. Malgré le principe de la séparation des pouvoirs, c'est la Convention qui va juger le roi. Ainsi, le procès qui commence le 11 décembre 1792 sera le début d'une lutte à mort entre Girondins et Montagnards pour le contrôle de l'Assemblée et de la Révolution. El mismo día en el que se reunía la convención, el 20 de septiembre de 1792, todas las tropas francesas, formadas por tenderos, artesanos y campesinos de toda Francia, derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Valmy, lo cual señalaba el inicio de las llamadas guerras revolucionarias francesas. Sin embargo, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres, los llamados sans-culottes. Expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución Francesa no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas libertad de precios, libertad de contratación, le Chapelier, etc. Al mismo tiempo, se comenzaron a gestar luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia. En la Vendée,
un levantamiento popular fue especialmente significativo. Campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando la llamada Guerra de Vandea, reprimida tan cruentamente por las autoridades revolucionarias parisinas que se ha llegado a calificar de genocidio. Por otra parte, la guerra exterior amenazaba con destruir la revolución y la república. Todo ello motivó la trama de un golpe de Estado por parte de los jacobinos, quienes buscaron el favor popular en contra de los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió, de hecho, en el centro del gobierno. Gracias.